Assalamu alaikum. Alaikum salam. Bonjour mesdames et messieurs, je suis extrêmement content, avec une très grande joie et un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue au Sage Africa Tour Casablanca. On est en 2025, on est encore au mois de janvier. C'est aussi l'occasion de vous souhaiter une bonne année 2025 avec mes souhaits de joie, de bonheur, de santé et de réussite. Et puis, vous êtes vraiment nombreux, hein, c'est impressionnant. Impressionnant. Je vois des visages qui rient. En tout cas, votre présence nous honore et pour nous, ça marque l'intérêt que vous portez aux solutions de Sage, ça marque une vraie confiance et ça marque l'intérêt que vous portez à la thématique qu'on vous propose aujourd'hui. Et vous avez raison, mesdames et messieurs, parce que la facturation électronique, le cloud, l'intelligence artificielle, ce sont des technologies qui vont révolutionner la façon avec laquelle nous faisons le business au quotidien. Mais ça, on va le décortiquer tout à l'heure, tout au long de l'après-midi. Mais avant, laissez-moi vous parler du Sage Africa Tour. Alors, le Sage Africa Tour, c'est un rendez-vous annuel qu'on joue sur les grandes capitales africaines. On est à la 7e édition et c'est un carrefour d'échange, de partage. Alors, vous êtes représentants d'un certain nombre d'entreprises. Nous avons dans la salle des petites entreprises, des moyennes, des grandes, des multinationales, mais aussi les partenaires des entreprises, les banques, des assurances, des cabinets de conseil, des cabinets d'expertise comptable, des intégrateurs de solutions de gestion. Nous avons également des administrations, notamment la DGI, la Direction générale des impôts, sont là. On vous remercie de votre présence. On est honoré de vous avoir parmi nous. Sage Africa Tour, c'est aussi un moment de networking, puisqu'il réunit l'ensemble des acteurs du tissu économique dans lequel on fait du business. Donc c'est l'occasion de networker ensemble, de faire de nouvelles rencontres qui vont enrichir nos contacts. C'est l'occasion de rencontrer toutes les équipes de Sage, de rencontrer les équipes de nos partenaires technologiques. Vous les avez vus tout à l'heure lors de l'espace accueil. Et c'est aussi l'occasion de networker entre vous. D'ailleurs, je vous propose de le faire dès maintenant. Vous avez chacun un voisin de gauche, un voisin de droite. On va prendre 10 secondes. Vous pouvez les saluer. Oui, allez-y. Le saluer, vous présenter. Voilà. Allez-y. On va casser les barrières. Vous en aurez besoin, croyez-moi, parce que lors de la présentation, on va arriver à un moment où vous allez vouloir vous concerter. On va vous poser un certain nombre de questions, etc. Donc ça, c'est toujours utile, d'accord, d'avoir un voisin que vous connaissez bien, avec qui vous pouvez, bien entendu, échanger tout à l'heure et continuer les discussions. Sage Africa Tour, mesdames et messieurs, c'est une invitation à se projeter dans l'avenir et le construire ensemble. Et cette année, c'est une édition spéciale. Pourquoi ? Parce que déjà le nombre de participants. Alors les premières éditions du Sage Africa Tour, on était sur une centaine de présents. Puis on est passé à 150, 200, 300. L'année dernière, on était à 400. C'est très bien. Mais vu l'engouement qu'il y avait, on s'est dit, cette année, il va y en avoir encore plus. Et donc, entre la salle, le balcon, on doit être dans les 600 à peu près. Donc, franchement, je vous dis merci. On peut s'applaudir pour ça, s'il vous plaît. 600 personnes dans un lieu, c'est extraordinaire. C'est un vrai lieu de rencontre, mais c'est aussi la première fois qu'on va essayer de faire différemment. Généralement, les Sage Africa Tour, on est en mode panel, on est en mode présentation, et on va vous donner la parole vraiment à la fin
à travers une session de questions-réponses. Cette année, on s'est dit non, on va plutôt interagir avec vous tout au long de la présentation. D'ailleurs, on va le commencer dès maintenant. Alors, généralement, dans ce type de rencontre, on vous demande de ne pas utiliser votre portable. Moi, je vais demander de le sortir. Si vous avez une connexion 4G, c'est très bien. Si vous n'en avez pas, vous avez le Wi-Fi qui s'affiche et le mot de passe. Et puis, je vais vous demander de scanner le QR code. Alors, vous avez deux moyens de vous connecter. Soit vous allez scanner le QR code. Si ça marche, tant mieux. En même temps, vous avez une autre possibilité. Vous allez sur le site menti.com et vous tapez le code qui s'affiche 13 10 25 94. Je vais vous laisser quelques secondes, comme ça tout le monde peut le faire. Vous avez ici, pour les gens qui sont de ce côté-là, ça s'affiche aussi ici. C'est pour moi l'occasion de me rafraîchir. C'est bon? Alors normalement, quand vous êtes connecté, vous voyez un pouce, vous pouvez cliquer dessus. Et on va répondre ensemble à la première question, qui est très simple. Alors, quand on a vu les inscriptions, on a tout de suite reconnu un certain nombre d'entre vous qui sont déjà venus à un Africa Tour, mais il y en a de nouveaux, des personnes qui n'ont jamais assisté à un Africa Tour. Donc, allez-y, répondez. Est-ce que vous avez déjà assisté à un de ces rendez-vous, soit l'année dernière ou une des années précédentes, ou bien si c'est pour vous la première fois? Vous voulez revenir? Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à le faire? Allez, on va revenir. Alors, je répète, deux façons de vous connecter. Soit vous scannez le QR code, ça va vous envoyer directement donc, sur l'appli. Soit vous avez le site. Donc, c'est plus simple si vous n'arrivez pas à prendre en photo le QR code, peut-être les gens qui sont au balcon, un peu plus loin. Et donc, menti.com, 13 10 25 94. Pour les gens qui ont déjà répondu, c'est pas la peine. C'est bon, monsieur, tout à l'heure que vous avez... Ça marche? Nickel. Donc, pour les gens qui n'ont pas pu le faire, le code, il s'affiche juste en haut, vous le voyez? 13 10 25 94. C'est bon? Alors, on voit déjà qu'il y a une tendance qui se dégage. On a pratiquement les deux tiers pour qui c'est la première fois. Et on a un bon tiers qui est déjà venu. Donc les gens qui sont déjà venus, on vous remercie de votre fidélité. Et puis on est ravis d'accueillir les nouveaux pour qui c'est la première fois qui assistent donc à ce rendez-vous. Et pour ça, je vous propose ensemble de regarder en fait une vidéo qui va vous donner une idée sur l'ambiance qu'on a dans un Sage Africa Tour, d'accord, avec différentes destinations.
fait de se déplacer et de venir voir en fait ce qui se passe localement dénote bien de la volonté de Sage d'accompagner les entrepreneurs ivoiriens et plus largement africains dans cette transformation numérique. Ça nous a permis aussi de rencontrer d'autres DSI, DAF et DG et échanger sur les expériences communes qu'on a. Ça nous a permis de rencontrer la famille Sage. Je dis que c'est une famille parce que nous utilisons les mêmes produits pour les mêmes raisons, pour une meilleure productivité, pour de meilleures performances au niveau de leur gestion quotidienne. Souvent, on reproche aux éditeurs de ne pas vraiment être en phase avec la réalité des pays. S'ils viennent et qu'ils sont à l'écoute et qu'ils récoltent certaines infos, ça pourrait permettre de plus adapter leurs solutions à notre zone géographique. J'espère que ça vous a donné une idée. J'espère que vous avez compris que nous allons passer un très bon après-midi ensemble. Et cette édition est encore spéciale parce que c'est la première fois qu'on a à nos côtés le directeur général de la France, Europe du Sud et Afrique francophone. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'applaudir Arnaud Petit. Bonjour Arnaud. Ça va? Ça va très bien. Ah ouais, c'est impressionnant. Ah, tu m'avais prévenu, mais waouh. Effectivement. Arnaud, ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui à nos côtés. Je sais que tu aimes beaucoup le Maroc, que tu viens plusieurs fois à titre personnel, mais aussi professionnel. Ouais. Aujourd'hui, ça nous fait plaisir de t'avoir à nos côtés. Et j'aimerais que tu partages avec l'assistance, je sais que tu échanges beaucoup avec le groupe sur la stratégie de Sage dans le monde. Qu'en est-il? Comment voit le groupe aujourd'hui l'Afrique de façon générale et le Maroc de façon un peu plus particulière? C'est une très bonne question. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, chers clients, partenaires, chers amis. Je vais reprendre l'expression de Mamadou. Bienvenue dans la famille Sage. C'est super impressionnant. Vous êtes très nombreux et du coup, on est très fiers de vous recevoir aujourd'hui. Bienvenue à Casa, bienvenue dans ce lieu magique. Quelle ville autre Casa pouvait illustrer à propos la modernité et l'innovation du Maroc, Abdellah. Donc je suis très fier. Pour reprendre ta question, je pense que je vais devoir prendre un petit peu de recul, prendre un petit peu de hauteur et partager avec vous du contexte. Sage, alors vous connaissez la boîte par cœur, vous la connaissez très bien. Le groupe Sage, c'est énorme. C'est présent dans tous les continents. C'est un groupe qui fait quasiment 3 milliards de chiffre d'affaires. Alors 3 milliards, il y a un tout petit club d'entreprises, on n'est pas nombreux, on est une petite dizaine, moins de 20, qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires en SaaS. Voilà, c'est les Microsoft, voilà, et Sage fait partie de ce club. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous dire que vous êtes une entreprise qui est solide, qui est forte et qui a des moyens. Autre chiffre, on vient de terminer l'année fiscale, fin septembre, on a 1,1 milliard de pounds de cash. Ça veut dire qu'on a la capacité d'investir, de tisser des alliances, d'acheter sur le marché. Voilà. Donc ça, c'est important pour vous, je veux que vous le sachiez. Vous êtes avec un partenaire solide. Le groupe, en fait, comme je le précisais, est présent partout, sur tous les continents. Et pour te répondre, Abdellah, le continent africain est important pour le groupe. Il est même précieux. Comme tu le sais très bien, on est là depuis plus de 25 ans, présent partout. Tout à fait. Et on a une activité d'Afrique anglophone qui est basée à Johannesburg. Et la présence est très forte. Un exemple, j'adore donner des chiffres donc, pour marquer les esprits. L'Afrique du Sud, c'est 60 millions d'habitants, plusieurs dizaines, entre 20 et 30 millions d'employés, et 7 fiches de paie sur 10 sont faites avec Sage. C'est pour vous donner l'idée de l'impact de Sage dans un pays. Pour toute l'Afrique francophone, le Maroc est notre porte d'entrée sur l'Afrique francophone. Tu me rappelles souvent nos parts de marché, un peu plus de 64%, Sage au Maroc. Le deuxième,
il est à 11%, sans le citer. Voilà, c'est pour vous dire le travail que vous faites et l'impact que vous avez sur le pays avec Sedge. Alors, quand j'ai dit ça, en fait, la question c'est pourquoi le Maroc est important. Le Maroc, en fait, d'un point de vue du groupe, transpire l'innovation. Tout ce que, ce que le pays a mis en place, et je pense par exemple à Maroc Numératif 20 et 30, ce projet d'initiative majeure illustre à propos l'élan du Maroc. Et tout le monde le regarde. En Europe, aux États-Unis, à Londres, tout le monde observe. Le fait que vous ayez inscrit 100 000 créations d'emplois dans le digital, c'est énorme. Le fait d'aller chercher dans le PIB du Maroc 10% grâce au numérique, c'est une ambition très forte. Les investissements que le Maroc fait sur les infrastructures du cloud pour accompagner les entreprises, l'accompagnement des solutions de SaaS pour les entreprises marocaines pour accélérer la transformation digitale, ce sont des exemples, pas uniquement pour le continent francophone et le continent africain, mais pour tous les autres pays. On vous regarde, on vous observe, et à vrai dire, on est admiratif. C'est comme ça que le groupe nous regarde en Afrique, sur le continent africain, et en particulier au Maroc. Et je dois vous dire, parce que je connais la région est attachante, le Maroc est une locomotive. Sur tous les autres pays, le Maroc dirige, lead, mène la danse. Et c'est spectaculaire. Si bien qu'on a le plus fort taux de clients, la présence de plus de clients au Maroc, de partenaires, vous, très dense, très actifs. Et c'est là qu'on arrive à recueillir tous les investissements du groupe au Maroc. Voilà, donc ça c'est beaucoup de chiffres. À vrai dire, Abdellah, et tu le sais, au-delà des chiffres, ce qui nous passionne, ce qui nous touche, c'est l'état d'esprit. Cette espèce d'envie d'aller de l'avant, d'innover, et ça c'est ça qui marque le plus et qui fait en sorte que la transformation est magique ici au Maroc. Et tu as été avec nous au GITEX à Marrakech, oui. Voilà, au mois de juin. Et là, au mois d'avril, je reviens avec impatience. Je vais essayer de faire venir le patron pour lui rappeler à quel point le Maroc est... Je suis certain qu'il va tomber amoureux, certain. Il va, comme moi, tomber amoureux du Maroc. Et l'idée, c'est de continuer à investir parce que le pays le mérite. Voilà. Super. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, Arnaud. Je te propose, si tu le veux bien, un petit selfie, ouais selfie avec l'assistance. Je vous demande, mesdames et messieurs, votre plus beau sourire. Allez, hop, 1, 2, hop. Super. Merci beaucoup, Arnaud. Très bonne journée. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, notre agenda pour l'après-midi. On va commencer par une première partie qui va concerner, et vous vous en doutez, la facturation électronique. On va bien décortiquer le sujet et savoir c'est quoi exactement cette facturation électronique, c'est quoi l'impact qu'elle va avoir sur notre business, comment on peut s'organiser. Une deuxième partie, on va plonger plutôt dans le monde de l'innovation et on va voir qu'est-ce que propose aujourd'hui en matière de cloud, en matière d'intelligence artificielle. Et bien entendu, à la fin, on va avoir donc un cocktail dînatoire. Ça sera l'occasion de continuer les échanges et on va procéder à une tombola. Alors, la tombola, il va y avoir en fait trois moments forts. Donc, à la fin de la première partie, il va y avoir un quiz. Donc, avec votre GSM, vous allez pouvoir répondre et on va faire un classement. Et les deux premiers du premier quiz remporteront des lots. Ensuite, deuxième partie, puis quiz aussi à la fin. Pareil, deux autres personnes, les deux premiers vont avoir donc un autre lot à gagner. Et à la fin, on va procéder donc à une tombola pour vous remercier tous de votre présence. Et cette fois-ci, ça sera plutôt, vous allez faire appel à votre chance. Donc votre attention est très attendue, puisque on va vous poser des questions, bien entendu, sur le contenu qu'on va vous partager. Et je commence par, c'est pas une question, c'est pas dans le cadre du quiz, mais est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que ce graphe, qu'est-ce que cette courbe? C'est une courbe ascendante,
En bas, on voit les années 2010 jusqu'à 2020, mais de quoi s'agit-il exactement? Est-ce qu'on a des courageux ou des courageuses? Oui? Le nombre d'adhérents? Non. Le chiffre d'affaires? Non. Oui? Des contraintes? Non. Nombre de partenaires? Non. Alors vous êtes très loin. Je vais vous faciliter la chose. Ça, mesdames et messieurs, c'est le classement du Maroc dans le rapport Doing Business. C'est-à-dire qu'en 2010, le Maroc était classé 128. Et on a progressé jusqu'à la position 53 en 10 ans. Le rapport Doing Business, qu'est-ce qu'il reflète? Il reflète si moi je suis, d'accord, en fait, un investisseur et je souhaite investir dans un pays, je vais regarder le rapport Doing Business pour me dire quels sont les pays, d'accord, qui ont un environnement économique business favorable. Bien entendu, ce rapport va s'appuyer sur un certain nombre de critères. Ce que vous voyez en vert clair, c'est les différents scores du Maroc par rapport aux différents critères. Et en vert plutôt foncé, c'est les scores, d'accord, du Maroc en l'espace de 10 ans. Et donc vous voyez que le Maroc a progressé en fait partout, sauf au niveau du règlement de l'insolvabilité et l'obtention des prêts. Ah, ça fait... hein? Et l'année dernière, il y avait vraiment une vraie crise. D'accord? Les délais de paiement ont frôlé des records quand même. D'accord? On parlait de 240 jours. D'accord? En moyenne, moi je posais la question aux côtés, les gens se faisaient payer à plus de 200 jours et c'était normal. Donc le législateur s'est dit stop, on va tout de même intervenir et il y a eu la loi 69-21, la loi sur les délais de paiement. C'est une loi qui a quand même créé beaucoup de polémiques, beaucoup de discussions. En tout cas, elle a laissé personne indifférent. Mais elle a le mérite, d'accord, d'être quand même bien pensée, bien verrouillée, puisque non seulement elle vous oblige donc à avoir un contrat avec votre fournisseur, enfin avec votre client, sur lequel vous allez vous entendre sur des délais convenus, et dépasser ces délais, vous vous exposez à des pénalités. Et donc chaque mois de retard, vous avez des pénalités supplémentaires. Alors l'année dernière, c'était le taux directeur de la BAM, c'était 3%, et ensuite chaque mois supplémentaire, 0,85%, et les choses, ça devient pimenté à un moment donné. Et puis vous avez une télédéclaration à faire. D'accord? Cette télédéclaration, quand vous la faites, c'est votre expert comptable qui l'avise. Il certifie comme quoi, d'accord, cette télédéclaration, vous n'êtes pas le seul, d'accord, à décider de son contenu et les vérifier. Et après, vous avez encore des pénalités si la déclaration est erronée, si vous avez oublié des factures, etc. Donc quand même, dispositif très bien verrouillé. Sauf que, c'est pas sauf que, mais un autre élément important, c'est que la DGI est même sortie du cadre naturel, d'accord, conventionnel de collecte d'impôts. Et ils se sont positionnés, d'accord, entre le client et le fournisseur pour régir justement cette relation. Et c'est tant mieux, d'accord, parce qu'on avait besoin quand même que le législateur prenne, d'accord, en main cette relation-là et puisse faire avancer vers l'avant. Et puis, les entreprises se sont dit, attention, non, on n'est pas encore prêt. C'est la raison pour laquelle l'application de cette loi s'est faite de façon progressive. On a commencé par les entreprises qui font plus de 50 millions de dirhams, et eux, c'était en juillet 2023, avec une télédéclaration trimestrielle. L'année dernière, donc janvier 2024, cette obligation a concerné les entreprises qui sont dans une fourchette entre 10 et 50 millions de dirhams. Et eux, ils sont sur un exercice annuel, et là, janvier 2025, ils sont attendus avec une télédéclaration. On a été surpris d'échanger avec certaines PME qui nous disaient on n'est pas très au courant de ça.
Et les entreprises qui sont en fait entre 2 et 10 millions de dirhams, là, à partir de janvier 2025, ils seront concernés par cette nouvelle obligation. Et donc, ils ont encore une année pendant laquelle ils doivent en fait mettre en place des contrats, si ce n'est pas fait, avec leurs clients et fournisseurs, s'accorder sur des délais et surtout, d'accord, observer, surveiller leurs délais voilà, auquel cas ils vont s'exposer à des pénalités. Pour le moment, les factures qui sont concernées, c'est les factures de plus de 10 000 dirhams, mais à partir de janvier 2026, ça va concerner toutes les factures. Et à ce titre, j'aimerais vous poser la question. Alors, vous avez déjà commencé à répondre. Donc, la question, c'est, voilà, dans votre entreprise, dans quelle fourchette de chiffre d'affaires vous vous situez? Est-ce que c'est plus de 50 millions, 10 et 50, 2 et 10, moins de 2 millions? Alors normalement, vous restez sur la même page où vous étiez tout à l'heure. Il suffit juste voilà, de rafraîchir au cas où vous ne l'avez plus. Alors jusqu'ici, on voit qu'il y a une majorité d'entreprises qui sont à plus de 50 millions, suivi des entreprises qui sont entre 10 et 50. Alors, les entreprises qui font plus de 50 millions, on va dire que eux, l'exercice, ils connaissent. La télédéclaration, c'est quelque chose qu'ils ont fait maintenant à plusieurs trimestres. Maintenant, moi, je vais m'adresser aux entreprises qui sont entre 10 et 50 millions. Est-ce que vous êtes tous conscients, au courant, que vous avez une télédéclaration à faire par rapport à l'année écoulée? Ça veut dire que vous devez télédéclarer l'ensemble de vos paiements, d'accord, que vous avez effectués sur 2024 pour dire est-ce que vous les avez payés à temps ou pas. Et dans lequel cas où vous ne les avez pas payés à temps, vous exposez à des pénalités, etc. Bon, si vous n'avez pas encore pris le sujet, sachez que tout à l'heure, dans le village ou dans l'espace de networking, vous avez des tech partners, des partenaires technologiques qui peuvent vous aider dans ce sens, parce qu'ils ont des solutions qui vont vous permettre même de revenir sur l'année 2024 pour pouvoir faire cette télédéclaration. Et pour les entreprises qui sont entre 2 et 10 millions de dirhams, sachez que dès maintenant, c'est l'occasion, d'accord, de démarrer l'année avec un. Quand on démarre l'année, c'est généralement le bon moment pour prendre les nouvelles résolutions. Donc ça tombe bien. Vous pouvez maintenant, dès maintenant, dire voilà, ma relation avec mes fournisseurs, je vais la surveiller pour justement que je puisse payer à temps. Et pour le faire, il faut que je puisse faire du recouvrement à temps pour avoir la bonne trésorerie, etc. Et dans ce sens, on peut vous aider aussi. Alors, pour bien cerner le marché dans lequel on opère, Sage fait beaucoup d'études. Des études quantitatives, des études qualitatives aussi. Et l'année dernière, en 2024, nous avons fait une étude par rapport justement, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de réglementations, nouvelles dispositions légales, notamment avec la loi sur les délais de paiement, la retenue à la source sur la partie TVA, et nous avons posé plein de questions à toutes les populations, d'accord, enfin les acteurs du tissu économique dans lequel on opère, les TPE, les PME, les grandes entreprises, les DAF, les experts comptables, mais aussi les fiduciaires. Et le résultat a été, comment on peut le lire, à travers de modèles d'évaluation de Dunning-Kruger qui dit que quand on a un élément nouveau, d'accord, quand on a une nouvelle information, une nouvelle loi, etc., en fait, au départ, on fait une lecture un peu verticale. Ah oui, c'est simple, j'ai bien compris. Et donc, le niveau de compétence est faible, mais pourtant, on a une confiance en soi. On se dit, j'ai bien compris, c'est très simple. Et par la suite, quand on veut mettre la main dans la pâte, on se rend compte que finalement, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pensait. Et qu'il y a pas mal de cas particuliers, qu'il y a plein de détails qu'on n'a pas forcément compris au départ. Et là, la confiance chute, malgré le fait que la compétence augmente. Paradoxalement,
notre compétence augmente, on comprend de plus en plus, mais la confiance elle se réduit parce qu'on se dit « Waouh, il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas compris. Ah, je vois des têtes qui font comme ça. » Généralement, ça se passe aussi pour les nouvelles recrues. Quand vous avez des nouvelles recrues dans l'entreprise, ils rentrent au bout de 2 semaines, ils se disent « C'est bon, j'ai tout compris. » Après, quand vous lui donnez des dossiers à faire, ça fait rigolo. Là, il se dit, ah, finalement, peut-être c'est plus compliqué. Et c'est là qu'on accède à la vallée de l'humilité et on a finalement une augmentation à la fois de la compétence, mais aussi de la confiance. Alors, pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, on s'est dit, d'après les résultats, comment on positionne en fait, les entreprises. Aujourd'hui, on a les très petites entreprises. Du fait qu'ils ne sont pas concernés par la loi, donc pour eux, ils ne sont ni dans une confiance ni dans une maîtrise. Pour eux, ce n'est pas un sujet du moment. Hein? Ensuite, on a les PME. Alors les PME, c'est facile. On va traiter le sujet après. On verra au moment de la télédéclaration. Et là, ils sont vraiment dans la supériorité illusoire. Là, ils vont mettre la main dans la pâte et vous verrez que ce n'est pas si simple que ça. Et revenir sur 12 mois pour faire une télédéclaration, ça ne va pas être des exercices évidents. Ensuite, on a les grandes entreprises. Eux, ils ont fait cet exercice régulièrement. Donc, ils sont vraiment dans cette vallée d'humilité. Et vraiment, en haut, là, on a les experts comptables, qui sont les conseils des entreprises, parce que c'est eux qui accompagnent, c'est eux qui font la lecture de la loi, c'est eux qui vont même remonter les quelques cas particuliers donc à la DGI, et donc c'est forcément eux qui sont avec une meilleure maîtrise. Ensuite, on a posé la question par rapport aux sources. Qui parle de maîtrise parle aussi de comment on s'informe par rapport aux dispositions légales. Et là, autant dans le passé, c'était compliqué de trouver l'information parce qu'il y avait peu de sources, autant aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de sources d'informations. Alors, vous avez le site officiel, vous avez le site de la DGI, mais vous avez aussi la presse, les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp, les blogs, les conférences, les formations. Et ce n'est pas toujours convergent. Donc, c'est compliqué. À ce titre, Sage essaie quand même de jouer ce rôle d'information. Voilà, aujourd'hui, c'est un exemple. Mais il y a aussi d'autres canaux. On joue des web-séminaires, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Si vous n'êtes pas abonné à la page de Sage, je vous invite à le faire parce qu'on communique beaucoup par rapport aux changements légaux, par rapport à l'actualité économique, par rapport aux innovations technologiques. Et ça vous permet de rester à la page. Maintenant, quand on arrive aux impacts, on pose la question, finalement, ces lois, et particulièrement la loi sur les délais de paiement, quel impact ça a? Eh bien, pour beaucoup de fournisseurs, la situation a évolué légèrement. Clairement, il y a des pénalités qui sont payées, on le voit de plus en plus des chiffres, mais aujourd'hui, on se rend compte que les Marocains sont forts pour trouver la faille. Alors, je ne vais pas faire des sondages, dit, d'accord. Les amis de la DGI, d'accord, faites pas le mesme, mais ici dans la salle, je pense que beaucoup d'entre nous ont reçu un jour le coup de fil d'un client qui vous dit « Écoutez, le règlement, il est prêt, mais il faut changer la facture. » Et la facture, le règlement, il est là. Bon, le système est très bien verrouillé. Maintenant, voilà, il y a toujours des failles. Et c'est ce qui nous amène à parler de la facturation électronique. Alors là, quand on a fait l'étude, on pose la question par rapport à l'avenir des obligations. Qu'est-ce qui vient après? Et là, le constat, c'est la majorité des gens. Et là, c'est tout le monde, c'est les experts, les fiduciaires, les DAF, les RAF, les PE, PME. Pour eux, la facturation électronique est complexe. Et ce n'est pas forcément adapté au contexte marocain. Pour eux, la transformation est quelque chose qui pourrait concerner en fait les pays développés. On ne voit pas le Maroc comme un pays développé. Et que la facturation électronique, c'est pour les pays développés. Ah bon?
D'où le fait de revenir et finalement de dresser, de planter le décor, de se dire, le Maroc aujourd'hui, c'est quoi le contexte? Pour vraiment nous positionner. Ensuite, on va parler de la facturation électronique, on va la simplifier, tout le monde va bien comprendre de quoi il s'agit. Au final, on va se dire, ok, maintenant qu'on a compris la facturation électronique, qu'est-ce qu'on va faire? Quel impact ça va avoir? Et comment on peut agir dès maintenant? Ça vous va comme programme? Tant mieux. Alors, le contexte. Aujourd'hui, on peut dire que le Maroc a compris, mais vraiment très tôt, que pour se développer, il va falloir investir dans l'infrastructure. Investir pour connecter le Maroc, connecter les villes du Maroc. Et donc, on a construit des autoroutes, des ponts, on a le TGV, on est le seul pays africain à avoir le TGV. Aujourd'hui, on a une prolongation, d'accord, du TGV Casa, Marrakech, Agadir, pour faire en sorte qu'on va vraiment réduire cet espace temporel qu'il peut y avoir entre les villes. On a également beaucoup d'aéroports qui vont relier le Maroc avec les capitales internationales et qui fait que le Maroc est de plus en plus connecté. On a aussi beaucoup de ports, notamment le port de Tangemed, qui est aujourd'hui une vraie plateforme. C'est le plus grand port de l'Afrique, c'est le plus grand port de la Méditerranée. Et aujourd'hui, il y a un projet d'extension Tangemed 2 qui vise à doubler la capacité du port actuel. Juste pour vous dire à quel point, voilà, on investit énormément en infra. Ensuite, la vision. Le Maroc bénéficie d'une vision long terme, sur 5 ans, sur 10 ans, avec le plan Maroc vert, avec le plan Génération Green, avec le plan Maroc numérique 2030. Tout à l'heure, Arnaud nous en a parlé, avec le plan industriel. Aujourd'hui, le Maroc, c'est le premier pays exportateur de voitures en Afrique. Il n'y a pas un seul avion qui est construit aujourd'hui, qui vole, dans lequel on ne retrouve pas au moins une pièce qui a été construite au Maroc. Pour vous dire à quel point le secteur de l'aéronautique s'est développé. L'agroalimentaire, bien entendu. Des zones industrielles sur l'eau et l'énergie. Pendant longtemps, le Maroc subissait les intempéries et le Maroc a finalement décidé de réagir. Aujourd'hui, on a 9 stations de dessalement, voilà, qui visent justement à vraiment forger et doter le Maroc d'une vraie résilience par rapport aux intempéries. Aujourd'hui, on acquiert une vraie expertise, un vrai savoir-faire sur les technologies éoliennes avec la station Nour. C'est la plus grande station d'Afrique. Au niveau des énergies éoliennes, on voit des investissements énormes. Et tout ça pour se lancer aussi dans l'hydrogène vert, qui va être alimenté par des sources d'énergie propres. Et ça, aujourd'hui, le Maroc se positionne comme étant un leader et veut partager ce savoir-faire avec les pays d'Afrique. Tout ça contribue bien entendu au rayonnement du Maroc, donc on entend de plus en plus, le Maroc est de plus en plus connu. D'ailleurs, en 2024, on a franchi un cap, 17 millions de touristes. Avec ça, on a devancé l'Égypte et aujourd'hui, on est le pays africain le plus visité. Le premier pays visité en Afrique, c'est le Maroc. Et les investissements étrangers, on en voit de plus en plus. L'Asie, l'Europe, les États-Unis, le Moyen-Orient, il y a de plus en plus d'investisseurs qui s'intéressent au Maroc. Et au final, le plan de préparation de la Coupe du Monde, le Maroc va abriter 3 grands événements, la CAN, la Champions League, la Coupe du Monde, et bien sûr, tout ça lance énormément de chantiers. Eh bien, est-ce qu'avec tout ça, mesdames et messieurs, on peut dire encore que le Maroc n'est pas un pays qui est en développement? Difficile quand même. En tout cas, on peut dire que le Maroc est en mouvement, il est en train d'accélérer. La DGI aussi. Ça vous fait rire, mais moi je vous le dis, d'accord? La Direction générale des impôts, c'est quand même parmi les administrations les plus digitalisées. Ils jouent un rôle majeur. Non seulement ils se digitalisent, mais ils forcent les entreprises à se digitaliser, et c'est très bénéfique. Aujourd'hui, rappelez-vous, quand on déposait les bilans en format papier, une galère.
Moi, c'est- l'agent, le coursier qui devait déposer les bilans, surtout qu'on se prenait pratiquement tous à la même 31 mars. 30. En général, c'était compliqué. Aujourd'hui, ça fait partie du passé. Et tout ça, ça nous a également poussé à repenser notre chaîne de valeur. Et donc, si on doit revoir la télédéclaration de 2012 à 2016, et ça a été apporté, voilà, crescendo, les grandes entreprises, les moyennes, les petites, et aujourd'hui c'est l'IS, c'est l'IR, c'est le TVA, c'est tout. L'année dernière, délai de paiement, retenue à la source TVA. Et quoi? Ensuite, c'est quoi? Hein? La facture électronique. Elle est là. Et du coup, il y a plusieurs questions qui s'imposent. Ah, c'est quoi cette facture électronique? En quoi ça consiste? Est-ce que ça me concerne ou pas? Qu'est-ce que je dois faire? On va répondre à toutes ces questions, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, il y a des gens qui pensent que la facture numérique, parce qu'on échange avec les gens, ils se disent « Mais moi, la facture, elle est déjà numérique. Je sors une facture, elle est PDF. Ah, je l'envoie, elle est en image, je l'envoie à mon client, il n'y a pas de souci, elle est déjà électronique. » Non, non, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que la facture, quand vous l'avez en format PDF, quand vous l'avez en format image, eh bien, vous pouvez la dupliquer. Vous pouvez copier, coller, etc. Elle n'est pas unique. Vous pouvez même la modifier, vous pouvez rajouter, etc. Et vous avez besoin d'une signature manuelle, d'un tampon. Et légalement parlant, ça ne vaut rien. Une facture numérique aujourd'hui, votre client vous dit « Moi, j'ai besoin de la facture originale, cachetée, signée, autrement. » La facture électronique, non. Elle est unique. Elle est générée numériquement. Elle est signée électroniquement. Elle est reçue. Et vous avez une notification de l'accusé de réception, non pas sous forme de cachet, mais là encore, avec une signature électronique. Et ça change tout. Alors, facture numérique, ça ne veut pas dire facture électronique. On est d'accord là-dessus? Clair pour tout le monde. Maintenant, j'ai posé la question. Allez, il y a des gens, déjà, ils sont passés. Alors, on parle de facturation. Est-ce que vous disposez aujourd'hui dans votre entreprise d'un logiciel qui vous permet déjà de générer une facture numérique? Ou bien, il y a aussi des gens qui travaillent encore sur Excel, sur Word. J'en connais beaucoup d'entreprises. Pour eux, ils ne voient pas forcément la nécessité d'avoir un logiciel de facturation. On le fait très bien sur Excel, on le fait très bien sur Word, et ça marche. Et il y a encore des gens qui utilisent des factures papier. Les factures papier, ils ont un carnet avec des numéros de facture, ils signent et c'est bon. Et si vous ne savez pas, vous pouvez mettre, voilà, je ne sais pas. Alors, une très grande majorité dispose d'une solution de gestion. Excellent. Pour les personnes ou les entreprises qui travaillent encore sur Excel ou sur Word, je vous le dis, il est temps de... On parle tout à l'heure de cloud, d'intelligence artificielle, c'est 3 étages au-dessus. Il va falloir prendre les choses en main, sachant qu'aujourd'hui, des outils de facturation, il y en a pour tous les budgets. Peut-être avant, je suis d'accord avec vous, dans le sens où les solutions de gestion étaient quelque chose qui était utilisé par les grandes entreprises parce que ça nécessitait un gros budget. On était sur des ERP et qui étaient donc du coup réservés qu'aux grandes entreprises. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous êtes une petite entreprise, vous pouvez avoir un logiciel de gestion à 2000 dirhams par an. Il n'y a pas de licence. 2000 dirhams par an et j'ai un logiciel qui me gère et qui m'organise ma facturation, mon historique. Je sais combien je dois à mes fournisseurs, combien mes clients me doivent. Vous allez pouvoir vous structurer. 2000, 2500 dirhams, ça ne coûte pas grand-chose. Et le gain en productivité et en temps est juste énorme. Les gens qui sont avec les factures papier, là, il faut les cons. Non, mais je rigole, mais ce que je veux dire, c'est que il est temps vraiment de prendre les choses en main. Et vous allez le voir, les choses vont s'accélérer. Autant agir que de subir. C'est notre slogan. Alors, je vais vous parler de l'histoire de la facture. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, les factures, on les faisait sur des papyrus. Avec l'invention dans le 15e siècle,
on a inventé l'imprimerie, et là, donc on a vu de plus en plus de factures circuler. Mais depuis, la facture n'a pas tellement évolué. Et l'homme a toujours été au cœur des transactions. La facture n'est lisible que par l'homme. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, aujourd'hui, si j'ai un système, je suis fournisseur, j'ai mon client, et quand j'édite une facture, je dois lui envoyer, donc je lui envoie par courrier, par email, par voie postale aussi, il y a le coursier qui l'envoie, etc. Eh bien, mon client, il ne peut pas intégrer directement cette facture. Il y a forcément une personne qui va prendre la facture qui doit la saisir, parce que le système ne comprend pas la facture telle que vous l'avez éditée. Donc il y a quelqu'un qui va lire la facture, il s'agit de la facture du fournisseur Intel, numéro Intel, leur taxe, le TTC, la TVA, etc. Donc ce n'est que par ce moyen qu'on va pouvoir intégrer. Donc la facture est lisible que par l'homme. Avec la facturation électronique, on va passer de lisible par l'homme à lisible par la machine. Ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de saisir la facture. La facture, elle est déjà là et elle va être ce qu'on appelle un format EDI. Alors, format EDI, échange de données informatiques. Aujourd'hui, quand vous faites votre télédéclaration, IS, IR, TVA, vous la faites en format XML. Format XML est un format EDI. C'est un format universel. Indépendamment des solutions que vous utilisez, je peux le lire dans tel ou tel système. C'est ça le principe, c'est que c'est un langage que toutes les machines peuvent comprendre. Et donc, on va pouvoir éditer une facture depuis un système fournisseur, l'envoyer à un système client, elle va être directement intégrée, et la DGI est au courant. Pourquoi vous rigolez? La facturation électronique, stipule que les transactions vont être validées ou la DGI va être informée des transactions. En fait, c'est un peu plus complexe que ça, dans le sens où il y a différentes architectures. La première architecture possible, c'est qu'on va avoir un fournisseur, un client, la DGI. Je vais envoyer ma facture au client. Je vais également l'envoyer à la DGI. La DGI va me le valider et ensuite le client va me réceptionner. C'est le système de facturation qui a été opté en Corée, également en Hongrie. Deuxième configuration possible, la DGI, cette fois-ci, elle joue un rôle beaucoup plus central, dans le sens où ma facture, elle transite d'abord chez la DGI me notifie comme quoi, OK, facturation, d'accord, acceptée. Et ensuite, c'est la DGI qui met à disposition la facture au client à travers un portail, éventuellement. Et ensuite, le client accuse réception en disant « Ok, j'ai bien reçu cette facture que tu m'as envoyée de chez mon fournisseur Intel ». Ça, c'est le système qui a été opté en Turquie et en Italie. Ensuite, on a une troisième configuration où on a le fournisseur qui informe la DGI. Voilà, j'ai telle facture. Elle est ensuite validée par la DGI, donc par notification, OK, on a accusé réception, on la valide. Et c'est à ce moment-là qu'elle est communiquée au client. Et par la suite, le client envoie encore une autre notification à la DGI en disant « J'ai bien reçu la facture de mon fournisseur ». La DGI répond en disant « OK, ouais, on est d'accord, vous avez bien reçu ». Et c'est ensuite que le feedback repart du client vers le fournisseur. Un quatrième cas de figure possible, c'est qu'on va faire confiance aux éditeurs de solutions pour qu'eux envoient directement au client et à la DGI, feedback de la DGI, ensuite c'est le client qui informe le fournisseur, et par la même temps, il dit que j'ai accusé la facturation de mon fournisseur, et la DGI valide l'ensemble des flux. Sans trop rentrer dans les architectures, quelle que soit l'architecture, je sais, au niveau de la DGI aujourd'hui, vous n'avez pas encore opté pour la configuration. Pourquoi? Parce que ce qui est bien avec la position du Maroc aujourd'hui, c'est qu'on a le luxe de benchmarker l'ensemble des architectures. Ce qui s'est passé en Italie, en Turquie, au Brésil, en Arabie Saoudite, etc. D'accord? Donc on a vraiment
le luxe de se dire quelle est la configuration, d'accord, la moins coûteuse aussi, forcément, mais aussi qui a le plus de bénéfices pour les entreprises, qui est la plus simple, qui est la plus fluide aussi. D'accord ? Mais quelle que soit l'architecture, il y a un point commun entre toutes ces architectures, c'est que la DGI est au cœur des transactions. À tout moment que vous faites votre facturation, eh bien, votre facturation, la DGI est au courant. Et ça change radicalement notre façon de gérer le business. La faille dont on parlait tout à l'heure, allô, le règlement Rawajid, il suffit de changer. Ah oui. Ok, il achète. Et donc, tant mieux, parce que ça va nous permettre d'aller sur des délais, d'accord, de règlement qui reflètent réellement la réalité. Ce n'est pas que ça, il y a beaucoup d'autres enjeux. Alors, les enjeux pour l'État, bien entendu, c'est la lutte contre la fraude fiscale, on le sait, d'accord, donc il y a une fraude fiscale, il y a une fraude TVA. Avec la mise en place de la facturation électronique, on va réduire très considérablement cela. L'optimisation, bien sûr, des recettes fiscales. On sait que le Maroc a besoin de nouvelles recettes fiscales. Deux moyens possibles. Soit on augmente les taux d'imposition, soit on élargit l'assiette. Dans ce cas, on n'augmente pas, mais plutôt on élargit l'assiette. Et c'est vertueux. Bien entendu, on va simplifier les processus administratifs. C'est compliqué. Par exemple, la retenue à la source TVA. Est-ce que votre fournisseur dispose de la régularité, machin? Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un service, etc. Par moment, c'est quand même compliqué. Avec la facturation électronique, on va pouvoir simplifier tout ça. Et puis, l'encouragement à la transition numérique. Quand vous avez ça, forcément, les entreprises vont se dire, bon, je n'ai pas le choix. D'accord? Je vais devoir me conformer et je vais du coup profiter pour que cette contrainte, on va la transformer en opportunité. Et pour l'économie, bien sûr, c'est une réduction des coûts, parce qu'aujourd'hui, vous avez des ressources qui passent quand même beaucoup de temps à faire des télédéclarations, d'accord, pratiquement 25% de temps, d'accord, entre la TVA, les différentes déclarations de fin de mois. Et ça va être un gain important. L'amélioration de la trésorerie, je vais parler de la loi sur les délais de paiement, d'accord, le fait que tout le monde puisse respecter cela, parce que quand vous parlez aujourd'hui, quand vous échangez avec les gens, disent mais moi je veux bien payer mes fournisseurs à temps. Il faut juste que mes clients me payent à temps. Et l'autre, la même chose. On ne sait pas qui, hein? Mais imaginez que tout le monde est logé à la même enseigne. Il y a plus, donc forcément, on va avoir un meilleur besoin de fonds de roulement. Et puis une simplification de la conformité, puisque vous allez le voir tout à l'heure, les déclarations vont s'alléger de façon très considérable. Et bien entendu, on va encourager l'innovation parce que toutes les entreprises seront numériques. Toutes les entreprises, il n'y a plus de Excel, il n'y a plus de papier, tout le monde a un logiciel de gestion, tout le monde a des process, une digitalisation. Et ça va créer de nouveaux services. Et ça va augmenter la valeur que vous pouvez avoir sur le marché. Et au final, bien entendu, la facturation électronique, elle est éco-friendly, puisqu'on ne va plus utiliser le papier. Et ça, c'est bon pour la planète aussi. Alors, la tendance mondiale, la facturation électronique, l'histoire de la facturation électronique, elle a commencé en 2006. Et les premiers pays, c'est l'Amérique latine. C'est le Brésil, c'est le Pérou, c'est le Chili, c'est le Mexique. Donc, les gens qui pensent que la facturation électronique, c'est pour les pays développés, c'est faux. Parce qu'en 2006, l'économie du Brésil, du Mexique, du Chili, etc., elle a beaucoup de points communs avec le Maroc. Eux aussi, ils avaient beaucoup de fraude fiscale, un poids de l'informel très important et surtout des ambitions de développement, de croissance très importantes, comme nous. Et donc, aujourd'hui, il y a plus d'une soixantaine de pays qui ont déjà adopté la facturation électronique. Pour vous donner une idée du volume, c'est 500 milliards de factures qui aujourd'hui transitent électroniquement. Et on estime que 80% des entreprises vont être forcées. Ils ne vont pas agir, ils vont le subir. Et j'espère qu'on va faire partie des 20%, non pas des 80%. Sachant qu'il y a certains pays qui, eux, vont être obligés parce que leurs partenaires économiques vont les obliger. Parce que quand vous avez un partenaire économique, un autre pays qui, lui, est déjà en facturation électronique, l'Union européenne qui, peut-être très rapidement, va être
ben, tous les pays en facturation électronique, ben, ils vont obliger forcément les pays avec lesquels ils bossent pour qu'eux aussi passent à la facturation électronique. Et le Maroc a choisi quand même d'être leader et ne pas subir cette transformation. Et du coup, la question qui s'impose, le Maroc, c'est pour quand? Et là, je vous demande, mesdames et messieurs, votre pronostic, à votre avis, est-ce que c'est cette année, 2025? Plutôt l'année prochaine, 2026? 2030 avec la Coupe du Monde? Jamais. Non. Ah, je vois que... Hein? Ouais, pratiquement 70% disent que c'est 2026. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus, franchement. Et je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, la tendance mondiale, c'est que déjà, les années 2000, on n'en parlait pas. Était facultatif, concernait que les grandes entreprises qui travaillaient avec l'État dans certains pays, donc ce n'était pas très, très généraliste. 2015, la carte, elle a changé. Toute l'Amérique latine, plus la Turquie, ils sont déjà facturés électroniques. En 2020, c'est l'Asie, c'est l'Inde, c'est la Russie, et on estime qu'en 2030, le monde entier sera en facture électronique. Et je ne pense pas que le Maroc va attendre 2030 pour le faire. Il faut savoir que les bases de la facturation électronique ont été posées dans la loi de finances 2018 déjà. Les contribuables doivent se doter d'un système informatique de facturation qui répond aux critères techniques déterminés par l'administration. Ce sont les bases de la facturation électronique, n'est-ce pas? Hein? Et donc, aujourd'hui, la presse en parle de plus en plus. Pratiquement tous les médias, ils abordent le sujet de la facturation électronique. Il y en a certains qui se sont déjà prononcés sur le mode qui est déjà opté, ce n'est pas encore le cas. Sur la date. Alors la date, c'est une déduction. C'est une déduction dans le sens où il y a eu un marché, un cahier des charges qui a été communiqué par la DGI, qui a été attribué donc à la société marocaine X-Hub en juin 2024, et la livraison est prévue 2025 parce que le marché est sur 12 mois. Donc on part du principe que dès la livraison, il va y avoir donc des cas pilotes pour une mise en application progressive à partir de 2026. Cela dit, elle dit que progressive, elle n'est pas si progressive que ça. Ce n'est pas la même chose que les autres télédéclarations. Pourquoi? Parce que les autres télédéclarations, par exemple, dans le cas des télédéclarations, c'était les entreprises de plus de 100 millions, ensuite plus de 50, plus de 10, etc. Là, quand on va dire aux entreprises, aux grandes entreprises, vous avez l'obligation de passer en facturation électronique. Sauf que vous travaillez peut-être avec une grande entreprise en tant que client ou là en tant que fournisseur. Et lui, puisqu'il a l'obligation, il ne peut pas accepter autre chose qu'une facture électronique si c'est votre client. Et donc, si vous voulez continuer de bosser avec lui, ben vous aussi, vous devez émettre des factures électroniques. Vous voyez le... Donc, il y a des gens qui vont se dire, bon, c'est progressif, moi je suis dans les 10 millions, je vais voir venir le truc. Pas tellement. D'accord? Alors, je vais vous parler rapidement quel est l'impact de la facturation électronique. Si on doit parler d'hier, on était sur du format papier, la saisie entièrement manuelle, on était sur une déclaration en format papier. Enfin, j'espère que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je suis certaine. La facturation aujourd'hui, on est sur une facture quand même qui est numérique, mais il y a quand même encore du manuel. La facture se balade dans l'entreprise, dans un parapheur, elle doit être signée par un tel, cachetée par l'autre. Je vois des gens qui acquiescent chez Cayenne, et on arrive finalement à la télédéclaration en fin d'année. Demain, les choses sont très différentes. Avec la facturation électronique, on va être sur une facturation électronique centralisée en temps réel.
Vous éditez une facture, la DG est au courant, votre client l'accuse, on n'en parle plus. De l'autre côté, pareil. Et du coup, il n'y a plus de déclaration à faire. Tous vos mouvements clients-fournisseurs, ils sont déjà mouvementés. Donc, en fait, vous allez valider une déclaration pré-remplie. Vous saisissez? Vous allez peut-être, bien entendu, la compléter, il y a des IMO, etc. Ça ne fait pas partie des mouvements de clients-fournisseurs, on est d'accord? Il y a encore un ensemble de choses qu'il faut compléter, mais la majeure partie des transactions clients-fournisseurs sont déjà là. Et bien sûr, on va parler de l'interopérabilité entre les pays, d'accord, puisque tout le monde sera facturé électronique, donc on va parler d'un format unique pour que la facturation électronique adoptée au Maroc soit la même ou qui puisse être homogène, compatible avec les autres pays partenaires du Maroc, etc. Mais ça, mesdames et messieurs, ça change la donne. Aujourd'hui, on fait notre business tous les jours. À la fin de l'année, on s'assoit avec l'expert comptable, avec le fiduciaire, avec le DAF, et on essaie de monter le bilan. C'est comme ça. C'est plus le cas. Il faut imaginer aujourd'hui qu'il n'y a plus de gomme. Dès que tu as écrit quelque chose, c'est bon. Tu as écrit sur le marbre. Et donc, ça fait rire. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Ça veut dire que, d'accord, il faut, d'accord, être organisé pour justement, d'accord, se dire que tout ce que je vais échanger avec mon client, il faut que ça soit le reflet de la réalité. On ne pourra plus, mettre du scotch, un peu de coloria, ça c'est plus possible. Et donc, si je dois résumer en une image, qu'est-ce que c'est la facturation électronique? Non, c'est pas pour vous faire peur. Le requin, c'est pas la DJ. Hein. Non. C'est pas la facture électronique non plus. Mais ce que je veux illustrer par cette image, c'est si je vous pose la question, d'accord? Est-ce que vous pouvez improviser une rencontre avec un requin dans un an? Je vous dis, hein, la facture électronique, c'est dans un an. Est-ce que vous pouvez vous dire, d'accord, dans un an, je vous dis, vous allez nager avec un requin. Est-ce que vous pouvez improviser ça? En disant, c'est pas possible. Vous allez prendre des cours de plongée, vous allez vous documenter par rapport au requin, comment il réagit, quels sont ses comportements, quelles sont les choses à faire, à ne pas faire, quelles sont les situations improvisées auxquelles il faut que je me prépare, ma respiration, ma gestion de sang-froid, etc. Et comme ça, c'est comme ça que vous allez pouvoir nager comme le plongeur là. Lui, il arrive à le faire parce qu'il s'est entraîné. Et bien, de la même façon, on est dans un changement technologique tel que ça ne s'improvise pas. Ça va avoir le même impact que Internet a eu par rapport à notre quotidien. Ça va avoir le même impact que le GSM a eu par rapport à notre quotidien. Donc le sujet est grave. Le sujet, il faut le prendre très au sérieux. Et ça se prépare dès maintenant. Nous avons la chance de se dire, dès maintenant, on a la possibilité de préparer la mise en place de cette facturation électronique. Et donc, deux possibilités. J'espère que vous ne serez pas dans la première. C'est du marketing, tout ça, c'est une tendance, ça va passer. Ou bien vous allez vous dire, bon, quand le vent du changement se lève, certains construisent des murs, moi je vais construire un moulin. Et on va transformer la contrainte en opportunité. Et du coup, là où je veux vous amener, c'est que cette facturation électronique, elle va avoir un impact très fort, avoir un impact sur vos process. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est cette étude qui montre que ici, vous avez les processus au départ qui sont des processus financiers, et plus on va vers le haut, ce sont des processus opérationnels qui touchent l'organisation, pas que la finance. Et là, on a l'impact sur le système de la DGI, là on a l'impact sur le système des entreprises, et là on a l'impact sur l'écosystème de façon plus globale. Donc quand on était sur une déclaration traditionnelle format papier,
très peu d'impact sur l'organisation, sur les process de l'entreprise, peut-être un peu chez la finance, pas tellement chez les entreprises, c'est beaucoup plus chez la DGI. On est passé à une télédéclaration. Là, les systèmes ERP de l'entreprise sont maintenant concernés et les process dans l'entreprise commencent à toucher à des processus opérationnels. Par contre, quand on arrive à la facturation électronique, là, c'est tout le système, tout l'écosystème, le client, le fournisseur, l'administration, tout le monde doit repenser son système. Et bien entendu, on a un impact très fort sur les processus opérationnels. Et là, vous avez deux moyens, enfin deux attitudes encore. Soit je vais me dire, bon, on va être dans une logique réactive. On va laisser voir l'impact, et à ce moment-là, s'il y a un trou, on va le boucher. Mais cette logique corrective, elle a quand même l'inconvénient, c'est que vous êtes dans une logique de charge. Vous ne voyez pas la vue d'ensemble. Et vous ne faites que dépenser pour colmater le trou, pour colmater la brèche. Et vous vous exposez, bien entendu, à des pénalités. A contrario, vous pouvez avoir une approche beaucoup plus proactive, une approche où vous anticipez le changement, prenez les choses en main, et là, vous allez être sûr de l'investissement et de retour sur investissement. Et c'est là qu'on veut aller ensemble. Alors, il y a une étude qui a été faite par le cabinet PwC sur les priorités des DAF en 2025, une étude très intéressante, elle est publique, vous pouvez aller la consulter. J'essaie de faire un petit résumé. Il y a quand même 111 répondants, 13 secteurs d'activité qui sont quand même très représentatifs du secteur, du tissu économique dans lequel on opère. Et l'étude ressort les chiffres clés, comme quoi le pilotage de la performance, c'est la priorité numéro 1 des DAF et des directions financières. Et 64% estiment qu'ils doivent entamer et continuer et aller jusqu'au bout de la transformation digitale. Et plus de 60% envisagent d'investir dans la technologie parce qu'ils ont compris que le cloud, l'intelligence artificielle, les data, le pilotage de la performance, ça c'est des choses qui sont il est urgent de les prendre en main. Donc vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, il faut adopter la technologie vite. Et vite, très bien. Quelle technologie? Eh bien c'est ce qu'on va voir. C'est ce qui va permettre d'être plus mobile, sécuriser vos informations dans le cloud, faire déléguer un certain nombre de tâches répétitives à l'intelligence artificielle pour l'automatiser. Et à ce titre, je vous pose la question, à votre avis, quels sont les process qui vont être impactés par la facturation électronique dans votre entreprise? Est-ce que c'est les process RH? Est-ce que c'est les process achat, les process de vente? Aucun. Alors, je vois que ça va. Vous suivez très bien. Aucun. À tous les process. Alors, je pense que ce n'est pas tous les process. Il y a des process, par exemple, qui concernent les collaborateurs. D'accord? Quand vous faites une demande de congé, votre manager la valide, ensuite c'est le RH qui la valide, c'est un process. Il n'a rien à voir avec la facturation électronique. Donc on ne peut pas dire que c'est tous les process. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le process achat, process vente, ce sont des process qui vont être impactés et considérablement par la facturation électronique. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir mon ami Moussa Chaoui qui va creuser avec nous à de la partie d'IEL les process. Merci de votre attention. Salam alaikum, bonjour à tous. Merci Abdellah. On vient de voir sur la dernière question que Abdellah vous a posée, on vient de voir effectivement qu'il y a un ensemble de process qui vont être impactants demain par rapport à cette facture électronique. Je pense qu'Abdellah, il a assez répété, la facture électronique, ce n'est pas forcément un enjeu qui est un enjeu local, pour celui du Maroc, mais vous avez compris que la facture électronique, c'est bien un enjeu qui est un enjeu planétaire. Donc ça va toucher la plupart des pays et la plupart des différents continents. Donc vous venez de répondre à une question pour voir quels sont les process impactés. Donc on va prendre deux process. Le premier process qu'on va regarder,
c'est celui auquel vous avez répondu 32 ou 33%, je crois. C'est le process vente, c'est le flux vente. Le flux vente, c'est un flux, je pense, que vous connaissez tous dans l'organisation. Je ne vais pas forcément m'attarder beaucoup là-dessus. C'est un process qui va nécessiter un certain nombre d'étapes. Ces différentes étapes vont forcément donner naissance à des saisies. Donc là, ce qu'on va vous proposer, ce qu'on va voir par la suite, c'est comment ce travail de saisie, vous allez être en mesure tout simplement de l'effacer. Et pourquoi l'effacer? L'effacer pour pouvoir gagner, faire en sorte que votre société, votre organisation puisse dégager des marges, puisse dégager plus de productivité. Donc il y a vraiment beaucoup d'étapes qu'on peut effacer par rapport à ça. Je vais vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, avec les différents systèmes, et notamment des systèmes modernes, il serait, je pense, un tout petit peu dommage, par exemple, de saisir un bon de commande, de ressaisir ce bon de commande, par exemple, quand vous allez recevoir de l'information complémentaire de la part du client. Ce qu'on vous propose, c'est de partir sur un flux saisi une fois, et c'est là où on parle de process, et notamment de process linéaire, c'est de saisir une fois l'information et de la faire circuler. Le deuxième point, le deuxième flux, le deuxième process, c'est celui de la partie achat. C'est un process qui pose beaucoup de questions parce que toutes les personnes dans l'entreprise ne sont pas forcément des acheteurs. Acheter quelque part une prestation de service et ou une matière première demande un certain niveau d'information. Par contre, au-delà de l'information à avoir, si on arrive à structurer la data, si on arrive à outiller les différents collaborateurs dans l'organisation, on va être capable de leur mettre à disposition des outils. Donc j'en parlerai tout à l'heure. On va être capable de leur mettre à disposition des outils. Et c'est les outils mis en place qui vont donner naissance à ce qu'on appelle du workflow. Donc le workflow, c'est des process qui vont nous permettre et qui vont permettre à un ensemble de personnes de travailler ensemble pour éviter de refaire un travail de saisie. Je vais tout à l'heure illustrer avec un exemple qui est métier, une demande d'achat. Une demande d'achat peut tout à fait émaner de toutes les personnes, de tous les collaborateurs que vous avez dans l'organisation, sans une nouvelle fois en faire des véritables acheteurs et des acheteurs métiers. Mais on verra qu'à travers les différents outils qu'on propose, l'objectif recherché numéro 1, c'est quoi? C'est de faire participer tous les collaborateurs au système d'information. Donc on va illustrer de manière détaillée ces deux flux dans quelques minutes. Aujourd'hui, si on regarde l'organisation, qu'elle soit petite, qu'elle soit moyenne ou qu'elle soit grande, on peut faire un constat. Et Abdellah l'a beaucoup répété pendant la présentation, avant moi. Le premier point, le premier constat, c'est qu'on continue d'avoir de l'information papier. Donc de l'information papier, notamment entrante. Cette information papier, elle fait que vous allez forcément perdre du temps. Et pourquoi vous allez perdre du temps? Vous allez perdre du temps parce que l'information qui est sur papier, vous allez forcément vouloir la numériser. Et c'est là que vous allez peut-être, si vous n'avez pas les outils qui vont bien, vous allez peut-être forcément perdre du temps. Le deuxième point, je pense que ce n'est pas un scoop, je pense que vous connaissez tous par exemple le pack office, dans lequel à l'époque vous aviez des outils comme Excel, des outils comme la messagerie ou des outils comme Word. C'est des outils qui sont très bien, vous êtes déjà dans le domaine informatique et dans le domaine du digital. Par contre, dans beaucoup d'organisations, c'est des outils qui vous obligent là aussi à ressaisir l'information. C'est un tout petit peu dommage. Abdellah a parlé de la facture électronique. Une facture électronique, ce n'est pas forcément un PDF. Aujourd'hui, vous commencez à recevoir des factures sous forme PDF. Par contre, vous êtes dans l'obligation, si vous n'avez pas l'outil qui va bien, vous êtes dans l'obligation de ressaisir ces différentes informations structurées dans un PDF dans votre système d'information. Donc tout ça pour vous dire que sur la partie gauche de la slide que vous avez derrière moi, vous avez des outils qui peuvent vous faire perdre du temps. On a fait une étude locale en Europe et notamment en France, et idem pour le Maroc. Une facture papier, vous avez le chiffre derrière moi, c'est 150 dirhams. Donc ça, c'est le coût. Voilà, multiplier cette facture par le nombre de factures que vous avez, par exemple, sur une période donnée, sur un mois ou sur une année. On sort de l'exercice fiscal 2024. Si vous avez ouvert votre exercice fiscal 2025, faites le nécessaire, regardez le nombre de factures que vous avez pu faire, et là, vous avez tout simplement la possibilité de matérialiser le coût, qui est le coût caché. Le deuxième coût également que vous allez pouvoir rencontrer et qui peut avoir un impact très fort, c'est le coût en termes d'IT. Quand je parle d'IT, c'est l'informatique au sens large. Je vais vous prendre un exemple très précis, très simple. On va prendre l'exemple d'un serveur informatique que vous avez localement chez vous. Ce serveur, il est mal dimensionné parce que vous avez beaucoup d'utilisateurs, parce que la mémoire n'a pas été rajoutée, parce que le processeur date d'il y a quelques années. Ce serveur, on peut tout à fait aujourd'hui matérialiser le coût qu'il peut avoir et notamment le temps qu'il vous fait perdre. J'illustre ça avec un exemple métier. On sort de l'exercice fiscal 2024. Vous souhaitez, par exemple, générer des reports à nouveau. Donc, c'est comptable. Si les reports à nouveau mettent 1 heure, 2 heures, 3 heures, pendant ce temps-là,
Le comptable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être bloqué, il ne va pas être capable d'aller dans son outil de comptabilité et sera complètement bloqué pendant les heures où le report à nouveau va se faire et il ne sera pas en mesure tout simplement de travailler. Ça fait partie des coûts. Ce n'est pas des coûts visibles, ce n'est pas des coûts que vous allez payer en fin de mois ou en fin de période. Par contre, le fait de ne pas pouvoir travailler, forcément, ça a un impact là aussi sur votre organisation. Ça, c'est le constat. Maintenant, face à un constat, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les plans d'action qui vont bien. Nous, au niveau de Sage, on va vous mettre à disposition des solutions. Les solutions, elles vont être doubles. On va déjà vous mettre à disposition des solutions métiers. Certains d'entre vous, et je pense que vous êtes nombreux, vous êtes sûrement utilisateurs des solutions Sage. Donc, on a un ensemble de gamme de produits qui est vraiment très, très large. Ces outils vont permettre de répondre à des enjeux qui sont des enjeux métiers. De plus en plus, je rebondis sur ce que vous disiez Abdellah en première partie, de plus en plus, on va vous proposer des services connectés. Les services connectés, c'est quoi? C'est qu'on va prendre un ensemble d'informations, ou plutôt un ensemble d'outils dans l'entreprise, et je vais vous les illustrer dans quelques minutes. On va prendre certains métiers et on va vouloir digitaliser au maximum ces métiers pour faire en sorte que l'information soit structurée, qu'elle soit linéaire et qu'elle nous permette de répondre aux deux process qu'on a évoqués avant, donc à savoir le process de vente et le process achat. Eh bien, on va commencer par un premier exemple métier très concret. C'est la partie demande d'achat. Donc la demande d'achat, c'est une demande, je pense, qui peut concerner toutes les entreprises, parce qu'on a tous à un instant T besoin d'acheter, soit de la matière première, parce qu'on est dans une société de négoce et pourquoi pas une société de fabrication, une société industrielle, soit même pourquoi pas un service. Toutes les entreprises sont concernées. Tous les collaborateurs de l'entreprise vont également être concernés. Pourquoi ils vont être concernés? Ils vont être concernés parce qu'à un instant T, acheter un service et ou une matière première peut directement impacter l'activité de la part du collaborateur. Pour ce faire, on va vous mettre à disposition donc un service qui est un service hébergé, qui s'appelle le service demande d'achat. Ce service va permettre à tous les collaborateurs de faire une demande d'achat. Et quand on parle d'une demande d'achat, c'est une demande d'achat simple. On ne va pas demander au collaborateur qui ne connaît pas la politique tarifaire de l'entreprise, la politique en termes de prix et la politique en termes de choix de fournisseurs. On ne va pas lui demander ça. On va lui demander, pose-nous une demande. Cette demande, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va arriver sur le bureau d'un responsable des achats. Et le responsable des achats, lui, il va être capable de voir quels sont les fournisseurs à sélectionner, parce qu'il a déjà fait ce travail-là, quelle est la politique de prix de chacun de ses fournisseurs, quelle est la politique de livraison, quelle est la politique qualité, et bien sûr, en bout de chaîne, quelle est la référence qu'il va choisir pour pouvoir passer sa commande directement au fournisseur. On est tout simplement chacun dans son rôle. Le collaborateur, il est dans son rôle de pouvoir demander une information. L'acheteur, il est dans son rôle d'acheteur, de sélectionner le meilleur fournisseur pour faire en sorte à l'arrivée de répondre à un besoin. Je suis juste en train de vous parler d'un principe de workflow. Le collaborateur, il fait la demande, l'acheteur, il la valide. Quand la validation elle est faite ou quand le traitement est effectué, évidemment, on est dans une société numérique, on est dans une société digitale, automatiquement, le collaborateur, il va être notifié. Si vous pouvez retenir un mot dans mon discours, dans mon argumentaire, c'est le mot centralisation. Vous allez centraliser l'information une fois. À partir du moment où elle est centralisée, vous allez pouvoir être capable de la faire utiliser par les différents collaborateurs. Le deuxième point, on arrive au sujet, c'est celui de la facture électronique. Donc on vient d'émettre une demande d'achat. Cette demande, elle donne naissance à une commande. Cette commande, elle part chez le fournisseur. On va partir du principe que le fournisseur nous envoie la facture. Alors je vais illustrer de manière un peu plus détaillée la facture électronique que Abdellah vous a évoquée en première partie. Pour l'illustrer, on va partir sur un nuage, parce que tout ce qu'on vous propose là, c'est d'abandonner quelque part le mode opératoire que vous avez aujourd'hui, à savoir travailler localement, mais travailler sur des services hébergés. Donc là, dans l'exemple que je vous propose, c'est qu'on va partir d'un principe, on va recevoir une facture, et le traitement, il peut se faire de deux façons. Soit on la traite en mode manuel, c'est un peu dommage, donc on est obligé de la déposer dans un endroit, soit elle arrive automatiquement dans une bannette, et quand elle va arriver sur la bannette, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien là, la magie du cloud va faire l'affaire. On va utiliser des moteurs, et notamment des moteurs d'IA. Je paraphrase ce que disait Abdellah il y a quelques minutes. L'IA, qu'est-ce qu'elle va vous permettre de faire? Elle va vous permettre de reconnaître les zones de gestion. Donc là, je suis sur le pied de facture, avec le hors-taxe, la TVA, le TTC. Ça, c'est facile. La deuxième chose qui va être importante, c'est qu'on peut également récupérer les différentes lignes. Rappelez-vous l'exemple que je donnais juste avant, l'exemple de l'acheteur. L'acheteur, lui, il a besoin de connaître la référence qui a été achetée. Cette référence,
il va pouvoir avoir, et pourquoi pas mettre un certain nombre de traitements dessus, par exemple comme des traitements analytiques. Mais avant de parler de la partie analytique, il y a une phase de validation qui va pouvoir se faire. Et la phase de validation, on va pouvoir aller jusqu'au bout. Elle va donner naissance à un bon à payer. Et ce traitement, aussi bien bancaire que le traitement qui est le traitement de l'écriture comptable, ça arrive dans une comptabilité et ça vous permet de lier l'information qui à la base a été traitée dans la bannette directement dans votre moteur de comptabilité avec un lien comptable. Donc vous retrouvez un service, là aussi, qui est un service hébergé. Donc là, ça va essentiellement concerner le service achat et la direction financière de l'entreprise. Et l'objectif qu'on cherche, c'est automatiser au maximum toutes les informations pour éviter le travail de saisie que le comptable va faire. Le comptable demain, et Abdellah a beaucoup insisté là-dessus, demain, la comptabilité, elle va être automatisée. Tout va se passer au niveau de la DGI, tout va se passer au niveau de l'État. Quand vous allez émettre une facture, automatiquement, le client que vous avez en bout de chaîne, il aura les différentes informations. Donc là, le travail du comptable par rapport à ça, c'est un travail forcément qui va être amené à changer demain. Puisque je parle de comptable et notamment de directeur financier, le comptable, il va être plutôt sur une logique où il va valider l'information, il va contrôler l'information, et puisqu'on parle de valider et on parle de contrôle, vous avez la possibilité d'avoir toutes les informations qui sont horodatées, ce qui signifie que les personnes qui vont passer sur votre facture, on va être capable de voir concrètement quel type de traitement elles ont pu réaliser là-dessus. Et je terminerai par un dernier point important. J'ai parlé de workflow. Workflow, c'est dessiner dans une organisation, à travers des sociétés, à travers des établissements, à travers par exemple des services, c'est dessiner des schémas hiérarchiques qui permettent de dire concrètement le qui fait quoi. À partir du moment où vous avez ce type de schéma, vous allez être capable de responsabiliser vos différents opérateurs, vos différents utilisateurs, et ils pourront, eux, à leur niveau, faire le traitement que vous leur avez assigné. On vient de parler rapidement du processus achat. Je vous propose sur le même principe de découvrir le processus vente. Le processus vente, on va le découvrir avec deux approches. Une approche B2C, donc plutôt orientée client en caisse, et une deuxième approche qui est une approche B2B, donc les relations commerciales que vous avez entre entreprises. Alors, pour commencer, là aussi, on est sur le Royaume du Maroc avec un pays qui a une très belle croissance, avec une très belle dynamique économique. Pour pouvoir répondre à des enjeux, notamment de société du négoce, on vous propose d'équiper toujours par l'intermédiaire d'un service qui est un service hébergé. On propose aux sociétés qui possèdent un point de vente, on leur propose de s'équiper d'un service qui va leur permettre de gérer notamment la partie point de vente. Donc là, je suis juste en train de vous parler d'une solution de caisse. La solution de caisse, elle va permettre de gérer l'ensemble des problématiques de caisse, donc notamment tout ce qui est périphérique de caisse, le tiroir, l'afficheur, le terminal de paiement électronique, enfin tout ce que vous trouvez quand vous passez dans une caisse. En parallèle, on va vous permettre bien sûr de gérer toutes les problématiques de gestion, tout ce qui est famille, tout ce qui est article, tout ce qui est remise, donc tout ça va être géré dans ce module-là. On propose également un très beau module qui va permettre de gérer la partie carte de fidélité avec des plans de récompense, notamment de points de fidélité. Et pour les sociétés, notamment avec un point de vente qui permet de faire de la prise de commande, on a un module décentralisé qui va permettre d'équiper ces sociétés et de rapatrier toutes ces informations au niveau du back-office. Un tout petit point qui est un point de détail, ce module, c'est un module qui est multilangue. Si vous le souhaitez, on peut vous le mettre à disposition, notamment en arabe. Et pour pouvoir réaliser ce type de prouesse, on a utilisé un moteur d'IA qui est très célèbre et qui nous permet d'apporter aux utilisateurs donc beaucoup de confort en termes de gestion. Donc ça s'est fait en quelques secondes. Donc je ne parle pas de l'IA, Michael tout à l'heure en parlera de manière beaucoup plus détaillée. C'était juste une toute petite parenthèse. Concernant la partie, cette fois-ci, B2B. Sur la partie B2B, le premier point, le premier enjeu qui est très fort, c'est d'outiller l'équipe commerciale. Donc l'équipe commerciale qui est sur le terrain doit avoir accès au système d'information en temps réel. Donc on parle souvent du fameux ATAWAD, Anytime, Anywhere, Any Device. C'est accéder à l'information en temps réel, accéder à l'information qui est celle du back-office. Par contre, dans l'autre sens, c'est aussi être capable de capter, saisir l'information pour là aussi, par rapport à ce que je vous disais en début d'introduction, éviter de saisir 2 fois l'information et plus. Donc le commercial qui est sur le terrain, il va saisir un devis, par exemple pour un prospect, il va saisir une commande pour un client. Cette commande, elle est automatiquement, je dis bien automatiquement,
disponibles et visibles par l'administration des ventes. Il y a une mise à jour des stocks qui a été faite, il y a une entrée-sortie qui a été faite. Automatiquement, le commercial, il aura l'information et il pourra la dire à son client. Pour aller plus loin, en termes d'équipement de force commerciale, on vous propose également, et on propose également aux sociétés avec une équipe commerciale structurée, on propose un module de force de vente. Le module force de vente, pour le résumer de manière assez simple et rapide, c'est un module de CRM. Le module de CRM va permettre de gérer les clients, il va nous permettre de gérer bien sûr le pipe, les différentes opportunités business que vous avez, un cycle de vente qui est un cycle de vente complet, du devis jusqu'à la facture. On a également un moteur qui tourne avec une approche de type Kanban, donc c'est très sympa parce qu'on peut voir les différentes tâches successives ordonnées un petit peu comme dans une logique industrielle, mais là on est vraiment sur une approche commerciale. Et bien sûr, toute la partie devis est dynamique. Le travail de saisie dans le module réplique automatiquement dans la partie back-office. Et je termine sur cette partie B2B avec un portail collaboratif client. L'objectif de ce portail collaboratif client, c'est de permettre à vos clients de se connecter, un peu ce que vous faites vous à travers un e-commerce, c'est de se connecter, c'est de voir l'historique de ce que vous avez pu faire avec la partie gestion commerciale. Donc on est sur un vrai module étendu de ce que fait la partie gestion commerciale. On voit les informations, on voit les stocks, on voit les prix, bien sûr, que vous avez souhaité publier, on voit les différentes revises. Le client peut, bien sûr, vous passer des devis, il peut vous passer des commandes, et si besoin, j'ai oublié de le mettre là, il peut également vous passer une réclamation. Donc s'il a une information à vous demander sur telle ou telle chose, il peut le faire. Et on a même un module de gestion de ticketing qui est complètement intégré et qui vous permet là aussi d'avoir une relation commerciale beaucoup plus fluide avec votre utilisateur, avec votre client final. Abdellah là aussi a beaucoup parlé de la partie règlement sur la première partie. Les règlements, évidemment, c'est transverse. C'est une approche qui va concerner aussi bien les règlements clients que les règlements fournisseurs. Et bien là aussi, pour pouvoir se faire, on vous propose un service qui est un service hébergé qui va permettre de faire deux choses. Gérer les encaissements et gérer les décaissements. Donc en disant ça, je pense que j'ai tout dit. En transverse, vous aurez la possibilité d'avoir bien sûr une approche qui est multi-banque. J'aurais presque pu dire on va gérer les encaissements et décaissements avec une liaison bancaire. L'objectif, c'est de travailler bien sûr avec toutes les banques et non pas d'être maqué avec une banque et puis d'être dépendant de cette banque-là. Donc on est multibanque. Vous avez également un module qui a une très belle page d'accueil qui est personnalisable et qui vous permet d'avoir un dashboard, un tableau de bord dynamique pour savoir concrètement ce qui se passe. Et j'oublie pas une chose très 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 importante, ce module est en conformité avec la DGI et notamment avec le contexte local qui est celui du Maroc. Donc il est déjà prêt, notamment par rapport à la partie retenue à la source. Donc on a vraiment une conformité fiscale locale qui vous permet déjà de commencer dès aujourd'hui, n'attendez pas demain, qui vous permet de vous préparer dès aujourd'hui au passage à la facture électronique et bien sûr au passage en utilisant ce type de module. J'ai encore deux, trois petites choses. On parle bien sûr de clients. Quand on parle de clients, des clients peuvent nous payer. Par contre, on peut avoir des retards de paiement. Donc là aussi, Abdellah, en introduction, il a beaucoup parlé du fameux BFR. Je ne vais pas forcément détailler l'équation du besoin en fonds de roulement parce que je pense que vous la connaissez par cœur. Simplement, le BFR, c'est un jeu d'équilibriste. C'est jamais simple, quelque part, de se faire payer rapidement par les clients et c'est jamais simple de pouvoir négocier quelques jours de délai en plus par rapport à ses fournisseurs. Pour ce faire, et là aussi on vous propose un service additionnel, on vous propose en résumé un module qui est un véritable CRM financier. Ce CRM financier, il va vous permettre de piloter le poste client, il va vous permettre de piloter la partie créance, il va vous permettre de piloter le risque que vous avez autour des clients. Et l'objectif, vous l'aurez compris, c'est de faire le nécessaire pour vous faire payer le plus rapidement possible par l'intermédiaire de scénarios de relance que vous allez être capable de mettre en place en fonction des clients pour faire en sorte que le délai de règlement client soit le plus bas possible. Je termine par un dernier point, ce n'est pas de la facture électronique, loin de là. Par contre, ça participe à la digitalisation de l'entreprise et ça participe bien sûr en parallèle à la partie numérisation. On vient de parler de deux process, le process de vente, le process d'achat en transverse de la partie règlement. Ces process-là, par qui ils ont été traités? Ils ont été traités par des collaborateurs dans vos différentes sociétés. Pour ce faire, au niveau de ces collaborateurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur mettre à disposition un portail. Et ce portail, il va nous permettre d'héberger les bulletins de paye que vous avez pu imprimer. L'impression demain d'un bulletin de paye ne va plus se faire localement.
le papier, on va essayer de l'éviter. Donc, on va imprimer dans un coffre-fort électronique. Ce coffre-fort électronique va automatiquement distribuer les différents bulletins de paye à vos collaborateurs. Pour information, c'est un coffre-fort qui permet de stocker de manière légale 50 ans de bulletins de paye. Donc 50 ans de bulletins de paye, je suis juste en train de vous parler d'une carrière complète. Donc le stockage va se faire sur un coffre-fort électronique. Le bulletin de paye va pouvoir se distribuer. C'est important, exactement sur le même principe que la facture électronique. On ne va pas distribuer un PDF, on va distribuer un document qui est signé numériquement. Donc ça change radicalement la donne. Abdellah a beaucoup insisté en première partie, notamment sur la possibilité et la capacité de faire du machine-to-machine. Là, c'est exactement la même chose. On distribue dans un coffre et le collaborateur peut, bien sûr, venir récupérer les informations et faire le nécessaire. S'il souhaite par exemple télécharger un PDF ou pourquoi pas imprimer le bulletin, il pourra le faire facilement. Je parle du bulletin de paye, mais ce n'est pas que. S'il y a besoin d'aller plus loin et s'il y a besoin, par exemple, de donner d'autres documents RH, vous êtes tout à fait en mesure de le faire. Donc le message qu'on souhaitait vous faire passer par rapport à ça, c'est qu'on est dans une mouvance. Effectivement, il y a la loi, il y a les lois autour des différentes, autour de la facture électronique, mais pas que. Il y a d'autres process dans l'entreprise qu'on va être amené de plus en plus à digitaliser. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir mon ami Moussa pour cette brillante présentation de l'ensemble des modules que vous pouvez adopter. Merci. Moussa, merci beaucoup. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'on n'a pas voulu vous faire des démonstrations ennuyantes et rentrer dans le cœur de chacun des produits, mais sachez qu'on va vous envoyer un email par la suite avec un ensemble de dates, d'accord, pour programmer des web sessions où vous allez, en fonction de votre centre d'intérêt, vous êtes financier, vous avez besoin de solutions de finance, de gestion de règlement, vous êtes dans les achats, et ce qui vous intéresse, c'est plutôt la partie achat, règlement, vous êtes dans la partie RH, etc. On va avoir des web séminaires thématiques. Et donc, vous allez pouvoir vous inscrire pour aller beaucoup plus en détail par rapport à chacune des solutions. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire appel à des clients qui, eux, ont déjà entamé cette transformation digitale. Ils ont déjà acquis un certain nombre de modules. Et je vous propose de découvrir quel est leur feedback par rapport à cette expérience. Sage aujourd'hui, c'est un agent intermédiaire qui échange entre la production, la consommation, les ventes. Tout ce qui est déclaration de gamme opératoire, mode opératoire, il est automatisé bien évidemment, ça nous aide encore à mieux gérer nos consommations ou nos besoins en ressources. Sage FRP 1000 nous permet de donner les informations financières, les informations de gestion dans des délais très courts. En temps réel, nous avons là la possibilité de donner aux décideurs toutes les informations pour leur permettre de prendre les bonnes décisions. X3, c'est un ERP évolutif. Ces technologies nous permettent aujourd'hui d'être compétitifs sur le marché. Et une fois on veut migrer vers le cloud, alors on sera prêt. Une croissance, c'est positif et à la fois dangereux. Il faut savoir bien gérer cette croissance, sinon on peut diminuer en qualité, la gestion peut être assez chaotique. Et justement, on a besoin d'outils pour nous aider à gérer cette croissance et avoir une vision plus précise de notre activité. C'est l'outil qui nous accompagne dans notre développement, donc forcément il aura un rôle très important. Ce sera aujourd'hui notre allié pour développer et étendre notre activité sur d'autres zones géographiques. On a tous les modules, finance, limon, comptabilité analytique, comptabilité générale et budgétaire. Nous avons aussi SEI, la paye et XRT. Je dirais 100% Sage. Je suis tombée sous le charme de tous les modules. Sage X3, à mon sens, il a deux forces majeures. Sa capacité de s'adapter à énormément de secteurs d'activité, donc par la puissance de son système de paramétrage, et aussi par la possibilité de faire des adaptations. On a toujours dit aux end-users, vous pouvez rêver avec Sage X3. Sage XRT, c'est un logiciel, pour celui qui sait l'utiliser, il met à nu l'entreprise. Il la met à nu. On sait exactement ce qui se passe à tous les niveaux et de façon très synthétique. Nous avons une gestion complète de la trésorerie qui est XRT, qui permet à la trésorerie d'avoir plus de visibilité et une gestion très approfondie vis-à-vis de tes relations avec les banques. Franchement, c'est top.
Toute entreprise qui est en forte croissance côté activité a besoin d'un système d'information qui est vraiment fort et qui va répondre parfaitement à ses besoins. Sage 100, maintenant, il est utilisé par tous les départements sans exception. Maintenant, on a digitalisé le tout. Avec un seul clic sur le système, les équipes arrivent à communiquer fluidement. Nous avons des besoins et des identifications qui sont propres au marché marocain, aux réglementations nationales. Il est possible d'insérer ces éléments-là sans que cela nuise à la stabilité de l'ERP pour pouvoir vous permettre de l'adapter, de la personnaliser à vos besoins. Big is beautiful. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester petit trop longtemps. Il faut absolument grossir, mais grossir de façon réfléchie et de façon progressive. Pour nous, c'est fondamental. Il nous faut un outil agile, flexible, et qui puisse gérer des données importantes, big data. Donc l'objectif vraiment, c'est à travers cet outil-là d'améliorer fortement la productivité des équipes. Qui dit productivité, effectivement, dit rentabilité forcément derrière. Il faut d'abord un accompagnant, un logiciel sûr. Avec Sage, il y a toujours une continuité parce que c'est un logiciel qui est là depuis 30 ans en Afrique. Moi, je suis amoureux de ce logiciel. Moi, le premier conseil que je donnerais à un collègue comptable, achète Sage. Achète, c'est ce qu'il a dit. Hein. Non, mais plus sérieusement, ce qu'il faut savoir, c'est que, contrairement aux autres éditeurs de la place qui proposent des ERP tout intégrés et dans lesquels vous êtes obligé de tout intégrer en même temps, chez Sage, on a pensé les choses différemment et on les a posées plutôt par briques. Et donc, vous avez la possibilité de dématérialiser, de digitaliser, de numériser chacun de vos process partie par partie, en fonction de vos priorités, de vos urgences, en fonction de votre budget aussi, pour finalement arriver à digitaliser l'ensemble de la bout de chaîne. Alors, ce qu'il faut retenir, on arrive à la fin de la première partie, le Maroc se développe, la DGI aussi, donc se digitalise et nous force à nous digitaliser. La facturation électronique est inéluctable, elle arrive à grands pas. Les deux process, les grands process de l'entreprise, achat-vente, vont être impactés et donc il va falloir gérer les choses de façon différente. Pour cela, il va falloir assurer une veille légale. Votre présence aujourd'hui ici parmi nous témoigne que vous êtes déjà dans cette approche. Vous êtes dans une approche de veille légale, il faut le maintenir, il faut rester à l'écoute. Il faut également adopter la technologie, c'est ce qui va vous permettre de faciliter votre gestion quotidienne et la simplifier. La digitalisation, l'automatisation, c'est plus un luxe. Avant, c'était effectivement, pour ceux qui le veulent, c'est un plus. Aujourd'hui, c'est un must-have. Il faut le faire. Et bien entendu, quand on met des outils chez nos collaborateurs, il faut forcément les accompagner avec de la formation pour les aider justement à retrouver de nouvelles manières de travailler. Alors, il ne faut surtout pas tomber dans la caricature. Oui, tout le monde veut le changement, mais qui est prêt à changer? Le changement, ça part de chacun de nous. Là où vous allez sortir aujourd'hui, en fin d'après-midi de cette salle, il faut que vous soyez émissaire, il faut que vous soyez ambassadeur de ce changement-là. Toutes les personnes de votre entreprise ne sont pas forcément ici. Il faut que quand vous reveniez, que vous leur en parlez, que vous soyez moteur. Une seule personne ne peut pas opérer le changement. C'est un ensemble d'influenceurs, d'acteurs qui doivent prendre part à ce changement-là. Et on va finir la première partie sur une citation de Peter Drucker, qui est un économiste et visionnaire, qui a dit que le plus grand danger en cas de turbulence, ce n'est pas la turbulence en elle-même, mais c'est surtout le fait d'agir avec la logique d'hier. C'est ça qui est dangereux. Alors, mesdames et messieurs, on arrive à la partie, où on va tester est-ce que les messages ont été bien reçus. Vous allez pouvoir maintenant participer à un quiz. Alors, n'hésitez pas à mettre votre nom et prénom. Comme ça, on va pouvoir vous reconnaître. Alors, on va attendre que tout le monde puisse se connecter.
le moment de vérité. Les collaborateurs de Sage, il ne faut pas que vous vous connectez, Allah yakhlikum, hein. Seuls, d'accord, l'assistance peuvent participer. Alors, chose importante par rapport à ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement il faut avoir les bonnes réponses, mais le temps de réponse est pris en compte. Ça veut dire, le plus rapide, vous allez pouvoir... ça commence à stresser. Le plus rapidement, d'accord, vous répondez, le plus de points vous allez pouvoir avoir. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Allez, on va cliquer sur Start. Et la première question. Les premiers pays ayant adopté la facture électronique sont l'Europe, l'Amérique latine, l'Asie, alors, hop. On a une première bonne réponse. Vous êtes 184 à avoir répondu l'Amérique latine. Ce n'est pas l'Asie, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Europe. Pour les gens qui... Enfin, je vois que c'est une minorité déjà, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a une grande partie de la salle qui a compris que ce n'est pas forcément les pays développés qui ont adopté la facturation électronique en premier. Question suivante. Allons-y. Il faut tout de même ne pas prendre trop son temps, parce qu'après, vous avez un compteur, on est obligé d'aller. Allez, on va pouvoir lancer la question. Au niveau de la régie, si on peut lancer la question, s'il vous plaît. La technologie de la facturation électronique s'appuie sur les EDI, les PDF cachetés, les images des factures, la signature électronique. Attention, le compte à rebours. Plus que 5 secondes. Là, vous voyez, tout à l'heure, quand on a networké, c'est utile. C'est de demander à son voisin. Alors, c'est excellent. Effectivement, elle s'appuie sur les EDI et la signature électronique. Ce sont les deux technologies sur lesquelles s'appuie la facturation électronique. La question suivante, s'il vous plaît. On va passer cette question, apparemment, et on va avoir en fait un premier classement. Alors, on a Yassine Benjeloun Touimi. Il est où? Il est là. Jusqu'ici, si Yassine, vous êtes le premier, suivi de Madame Soukaina Boulidem. Madame Soukaina Boulidem, elle est juste là. Vous avez bien suivi, vous êtes très rapide, mais ce n'est pas encore joué. Il y a encore 2 autres questions. Est-ce qu'on peut avoir la question suivante, s'il vous plaît? C'est très proche, ça se joue à quelques points. Allez, tout le monde est connecté. On va pouvoir lancer la question. La solution Sage gestion de règlement me permet de gérer mes règlements clients-fournisseurs, gérer mon recouvrement, gérer les demandes de congés, faire les télédéclarations TVA délai de paiement et gérer mes IMO. Vous êtes de plus en plus rapide, Franchement, c'est top. Après, est-ce qu'on a les bonnes réponses? Excellent, excellent. Donc effectivement,
Cette solution permet de gérer les règlements clients et fournisseurs, permet également de gérer le recouvrement. Non, elle ne permet pas de gérer les demandes de congés. C'est une autre solution, c'est plutôt Sage Espace Employé qui permet de le faire. Gérer les IMO, il n'y en a aucun qui a répondu. Faire les télédéclarations, ça aussi c'est possible. Bravo à tous. Et ensuite, la dernière question. Enfin, il y a encore deux autres, pardon. Allons-y, on peut lancer. La solution ACS, automatisation comptable, permet de digitaliser les factures, valider les bons payés, faire les devis, simplifier la tenue comptable ou gérer les ventes. Ah, ça discute, hein? Effectivement, la solution ACS va permettre aux entreprises qui en font l'acquisition, bien entendu, de digitaliser les factures. C'est ce qui va permettre de reconnaître tout de suite une facture fournisseur, de pouvoir avoir un workflow pour valider les bons à payer. Bien sûr, on ne fait pas de devis, on ne gère pas de vente dessus, et ça va simplifier très considérablement la tenue comptable. Question suivante, s'il vous plaît. Et ça sera la dernière question. Ah non, c'est Yassine Mejloun Touimi, donc c'est fini, on a un premier gagnant. C'est toujours... bravo, vous avez pu... Mesdames et messieurs, je vous demande de l'applaudir. Top. Et Madame Soukaina Boulidam, elle est où? Elle est toujours là. Bravo, bravo, franchement, c'est top. Excellent. Alors, mesdames et messieurs, donc après ce moment de challenge, et comme vous avez pu le voir, hein, c'est très très serré. Hein. On a quand même... Enfin, en tout cas, moi je suis très content de voir que les messages qu'on a souhaité vous partager ont été assimilés de façon pleine et complète. Et on va pouvoir passer à la deuxième session. Alors, dans vos sacs, vous avez en fait une petite bouteille d'eau, vous avez une barre d'énergie, ça vous permet de reprendre un peu d'énergie, n'hésitez pas à le faire. Et surtout, dans votre badge, vous avez un QR code qui va vous permettre de participer à la tombola. Donc n'hésitez pas à le scanner, ça va vous permettre de remplir en fait vos informations. J'insiste sur le nom et le prénom, les informations doivent être correctes pour que vous puissiez participer à la tombola. Et c'est aussi l'occasion de nous donner votre feedback par rapport à cet après-midi. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais aussi, quelles sont les pistes d'amélioration? À votre avis, comment on pourrait s'améliorer pour les prochaines éditions? Votre feedback est un cadeau, mesdames et messieurs, donc n'hésitez pas à nous le faire, s'il vous plaît. Et ça vous permet aussi de, bien entendu, participer à la tombola.